avec 4 dromadaires, qui, d'une autre façon, mais un peu à la manière de La Jetée, est entièrement composé de photographies, voilà, d'images fixes. Et à partir de 67, de même que 62, on l'avait dit l'autre jour, était une année un peu charnière dans le parcours de Marker avec le Jolimet et La Jetée. 67 l'est à d'autres égards, mais de façon extrêmement intense aussi. 67 pour lui, pour vous dire un petit peu, brosser un peu l'agenda de Marker en 67, au printemps il est à Cuba. Il revient et il découvre la grève de la Rhodiaceta à l'usine de Besançon, qui est la première occupation d'usine depuis 1936 et le Front populaire. Donc il va à la rencontre des ouvriers au printemps 67. Au mois de juin, il est en Bolivie avec François Maspero à la recherche de Régis Debray qui, s'étant aventuré avec le Che Guevara, est fait prisonnier. Il va rester 5 ans en prison jusqu'en 72 ou 13. Il revient en juillet et il assure la production et la coordination d'un film collectif qui s'appelle Loin du Vietnam. Il sollicite des cinéastes, des grands noms de l'époque, comme Joris Stevens, William Klein, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Alain Resnais et Claude Lelouch, pour un film collectif à sketch, comme on disait à l'époque, pour marquer l'opposition contre la guerre au Vietnam. En octobre de cette même année, il est d'ailleurs à Washington pour la première grande manifestation de lutte contre la guerre du Vietnam, avec beaucoup de jeunes notamment qui prennent d'assaut, au moins symboliquement, le Pentagone. Ça donne lieu à un film qui s'appelle La 6e phase du Pentagone, avec François Reichenbach. Et à la fin de l'année, c'est la reprise de la grève de la Rhodiaceta. Et là, avec Pierre Lhomme, qu'on a accueilli le mois dernier, il retourne à Besançon et cette fois, il filme largement les ouvriers, les grèves, les piquets de grève et s'entretient avec beaucoup d'ouvriers. Film qui va montrer à la télévision en mars 68 et aux ouvriers à peu près au même moment. Donc évidemment, quand le film se termine en mars 68 à la télévision et que l'un des ouvriers termine par « à bientôt j'espère », ça résonne effectivement très fort rétrospectivement avec le mois de mai qui allait suivre. Le mois de mai que vous allez voir traité dans ce film-là, au moins en partie, voilà. Puisque ce film-là donc brosse 10 années de lutte de par le monde, avec des contextes que je ne vais pas vous exposer là, mais parce que c'est évidemment assez complexe, mais des contextes idéologiques, politiques, extrêmement marqués, qu'on a peut-être un peu oubliés, surtout pour ceux qui n'ont pas vécu ces années-là. Mais ces années de 67-77, c'est évidemment l'année de beaucoup d'espoir de par le monde, et c'est l'année de beaucoup de désillusions politiques, et sur un certain mode de vie envisagé, et sur des utopies, évidemment. Marker a pris part à beaucoup de ces engagements, à beaucoup de ces luttes, avec la distance qui a toujours été la sienne et qui va qui va marquer d'autant plus avec les années. Et ce film témoigne à la fois de l'engagement, des engagements qui ont été les siens dans ces années-là, et des distances qu'il a prises au fur et à mesure vis-à-vis des luttes en Amérique du Sud, vis-à-vis de Cuba notamment, et particulièrement lorsque Castro va se rapprocher très nettement de l'URSS. Marker, comme beaucoup de l'époque, vont quand même largement déchanter. Et si cette décennie commence en 67, il y a une année autrement charnière dans cette décennie, qui est l'année 73, c'est l'année du coup d'État et de la mort d'Allende au Chili. Et c'est l'année, voilà, c'est l'année aussi je vais te dire un mot quand même, il y a quelque chose de très important dans ces années-là, c'est que Marker initie une coopérative de production et de diffusion qui s'appelle Sloan, qui est créée en 67, peu avant la production de ce film collectif qui s'appelle Loin du Vietnam. Cette coopérative, Sloan, va porter toute la production de Loin du Vietnam dans sa dimension très fortement collective, mais elle va aussi commencer à engendrer une accumulation de films militants. Évidemment, c'est un peu l'âge d'or du cinéma militant, 67, 68 et les années qui vont suivre. Et Sloan va assurer la coordination et la diffusion et la production d'une multitude de films militants de par le monde, quelles que soient les luttes menées. Et ça va devenir une sorte de cinémathèque très active dans ces années-là et connue un peu partout de par le monde. Et Sloan va donc porter aussi beaucoup de films. Sloan va par ailleurs produire et assurer la post-production d'un film de Fernand Deligny qui s'appelle Le Moindre Geste. On pourra, j'espère, y revenir un jour. Et va, par exemple, produire un magazine de contre-information
par rapport à toutes ces luttes menées de par le monde, évidemment, les pouvoirs en place s'abstenaient bien de faire passer les véritables informations, ça n'a pas beaucoup changé. Et donc, il y a un magazine de contre-information qui va naître à l'initiative de Marker et auquel beaucoup de réalisateurs vont prendre une part très active. Ce magazine s'appelle « On vous parle d'eux ». Et c'était une manière de donner des nouvelles des luttes au Brésil, en Argentine, un petit peu partout en Hongrie, aussi bien à Paris avec quelqu'un qui a été très important et pour qui aussi cette décennie représente une sorte d'âge d'or de l'édition en France, c'est François Maspero. Donc Marker fait un film assez remarquable que vous pouvez trouver sur YouTube d'ailleurs, qui s'appelle « Les mots ont un sens », qui est un portrait de Maspero. Et évidemment, tout le catalogue d'édition de Maspero de ces années-là se rapproche d'une multitude d'images et de sons que vous allez entendre dans ce film. Les commentaires du film ont d'ailleurs été édités chez Maspero en 1978, au moment de la sortie du film. Sloan devient Iskra, et c'est Iskra, cette nouvelle coopérative, cette fois basée en France, Sloan étant basée en Belgique, qui va produire et mener cette aventure du Fond de la Raie Rouge. Sur plusieurs années, la première idée date vraiment de 1973. C'est Valérie Mailloux, qui était une monteuse proche de Marker et qui travaillait pour Sloan avec Marker, qui avait eu l'idée de faire une sorte de film synthèse qui rassemble une multitude de films dont Sloan disposait dans son catalogue. Et la première idée de Marker, qu'il avait formulée en tout cas, c'était l'idée de faire un film qui rassemble un peu les poubelles de l'histoire, mais au sens de l'histoire filmée, de nombre de chutes qui n'avaient pas été utilisées dans des films, que ce soit des films de fiction, des films militants, toutes sortes de films documentaires, et de faire un film qui soit la somme de toutes ces chutes, et que ce film-là témoignerait autrement de cette histoire toute neuve et qui se poursuivait, mais voilà, dont ce film marque aussi le déclin. Je vous dis juste un petit texte pour terminer, qui est un texte de Régis Debray, qui a donc eu une part active dans ces années-là, qu'il a écrit sur le film. Il dit il y avait jadis le roman d'apprentissage, le Bildungsroman en allemand, et il était à la première personne. Voici le Bildungsfilm, le film d'apprentissage de notre génération, écrit avec plusieurs voix, avec nos propres mains, et des centaines de visages familiers ou inconnus en filigrane. Une histoire d'apprentissage, ce n'est pas toujours drôle, surtout quand c'est l'apprentissage de l'histoire tout court. Ça peut être un peu trop lent ici, trop elliptique là, mais il y a toujours l'humour, la bonne distance et la gravité. Il y a les déboires, les rues barrées, les âneries rétrospectives, mais à la fin on est beaucoup plus fort et mieux armé qu'au début. Fin de l'adolescence. Chris Marker fait des adultes, sans ricaner sur la jeunesse. Le temps pris sur l'action fait parfois gagner du temps à l'action, disait Althusser. Les 3 heures que vous prendrez sur votre vie pour aller voir le fond de la Raie Rouge vous feront gagner un temps précieux pour demain. Bonne séance. Super beau.